L'anarchisme à l'église. Je fis d'abord à Philadelphie, la ville où j'avais été arrêté en 1900. Je fis d'abord à Étape à Philadelphie, pardon, ça commence bien. La ville où j'avais été arrêté en 1893. J'y étais revenu donner des conférences à de nombreuses reprises, mais toujours devant un auditoire juif. Cette fois, plusieurs organisations américaines m'avaient invité à intervenir en anglais. Dans cette, entre guillemets, ville de l'amour fraternel, je logeais chez mademoiselle Pearl MacLeod, présidente de la Ladies Liberal League, en anglais dans le texte. Note de bas de page. City of Brotherly Love, donc ville de l'amour fraternel, est le surnom de la ville de Philadelphie. Fin de note. J'aurais préféré l'hospitalité chaleureuse de ma vieille amie Natasha Notkin, avec qui je me sentais très à l'aise et en l'agréable compagnie de camarades russes. Mais de la vie générale, l'appartement de mademoiselle MacLeod était le plus accessible pour les Américains souhaitant me rencontrer. Bien que ces réunions connussent un certain succès, je ne me sentis pas tout à fait à la hauteur de la situation. Et mes exposés manquèrent d'inspiration. J'étais encore perturbé par le conflit avec Ed. Cependant, ma visite ne fut pas entièrement inutile. J'établis des contacts et me fis un certain nombre d'amis, dont une femme exceptionnellement intéressante. Suzanne Patton. Sacha m'avait confié qu'elle comptait parmi ses correspondantes américaines les plus assidues, ce qui me la rendait sympathique, de même que son bel esprit. À Washington, j'intervins devant une association allemande de la libre pensée. Après la causerie, je rencontrai un groupe de Reitzelfreunde, en allemand ou yiddish, je sais pas dans le texte, qui veut dire les amis de Reitzel. C'est ainsi que les lecteurs de Der arme Teufel, en allemand dans le texte, se désignaient. La plupart ressemblaient plus à des bouchers qu'à des idéalistes. Un homme, qui se vantait de travailler pour le gouvernement des États-Unis, discourut longtemps sur la beauté dans l'art et les belles lettres. Beauté qui ne s'adressait évidemment pas à la populace ignorante, mais à quelques rares privilégiés. L'anarchisme l'exaspérait, car d'après lui, son but était de tout égaliser. Comment un apprenti maçon, par exemple, peut-il revendiquer les mêmes droits que moi, un homme instruit ? Me demanda-t-il. Il doutait que moi ou que n'importe quel autre anarchiste de premier plan pût sérieusement croire à ce genre d'égalité. Il était convaincu que nous nous en servions simplement comme appât, mais il ne nous en tenait absolument pas rigueur, car il fallait faire payer la populace. Depuis quand lisez-vous Der arme Teufel ? Demandai-je. Il répondit fièrement. Depuis le premier numéro. Et vous n'avez retenu que ça ? Eh bien tout ce que je peux dire, c'est que mon ami Robert jette ses perles au pourceau. L'homme se mit debout d'un bond et quitta la pièce en colère, tandis que l'assistant se tordait de rire. Ensuite, un autre, entre guillemets, ami de Reitzel, se présenta, un brasseur de Cincinnati. Il s'approcha et commença à me parler de sexe. Il avait entendu dire que j'étais la, entre guillemets, grande défenseuse de l'amour libre aux États-Unis. Il était ravi de constater que j'étais non seulement intelligente, comme je venais de le démontrer, mais également une jeune et charmante. Rien à voir avec le bas bleu sévère qu'il avait imaginé. Tout comme moi, il était partisan de l'amour libre. La plupart des hommes et des femmes, et tout particulièrement celles qui s'efforçaient toujours de mettre le grappin sur l'homme, n'avaient selon lui pas la maturité suffisante. Emma Goldman, c'est une toute autre affaire. Son air lubrique et son petit sourire entendu me donnèrent la nausée. Je lui tournai le dos et partis m'enfermer dans ma chambre. Épuisé, je m'endormis presque immédiatement. Je fus réveillé par un petit coup répété à ma porte. « Qui est-ce » demandai-je. Il me répondit. « Un ami, vous voulez bien ouvrir ?» C'était le brasseur de Cincinnati. Sautant du lit, je criai le plus fort que je pouvais. « Si vous ne partez pas sur le champ, je réveille toute la maison !»« S'il vous plaît, implora-t-il à la porte. « Pas de scène, je suis un homme marié avec des enfants, déjà adultes. Je vous croyais partisane de l'amour libre. » Sur ce, je l'entendis qui détalait dans le couloir. « À quoi servent donc les nobles idéaux ?» me demandai-je. L'employé du gouvernement qui ose se placer au-dessus de l'apprenti maçon, le respectable pilier de la société pour qui l'amour libre n'est qu'un moyen d'entamer des aventures amoureuses clandestines, et tous deux lecteurs de Reitzel, le brillant rebelle et idéaliste. Leurs têtes et leurs cœurs étaient aussi asséchés que le Sahara. Le monde, ce monde que je me proposais de réveiller, était sans doute plein de personnes de ce genre. Je fus saisi d'un sentiment de vide, d'isolement déprimant.
Il plut à verse pendant tout le chemin de Washington à Pittsburgh. J'étais transi de froid et oppressé par le souvenir de Homestead et de Sacha. À chacune de mes visites, à la entre guillemets, ville de l'acier, mon cœur s'alourdissait. Note de bas de page. Ville de l'acier, Steel City en anglais, et le surnom de la ville de Pittsburgh. Fin de note. Revoir ces flammes que crachaient les immenses hauts fourneaux m'incendiait l'âme. Mon abattement s'atténua quelque peu en retrouvant Carl Nord et Henry Bauer à la gare. Mes deux camarades avaient été libérés du pénitencier de l'Ouest au mois de mai. Je ne connaissais pas Bauer, mais en voyant Carl, je me rappelais notre rencontre en novembre 1892. Par la suite, notre amitié naissante s'était renforcée à travers la correspondance que nous avions entretenue tout au long de son emprisonnement. Nos retrouvailles allaient achever de cimenter nos liens. Quel plaisir de revoir ce cher visage plein de vivacité. Si son séjour en prison l'avait rendu plus médiatif, il n'avait pas entamé sa joie de vivre. Méditatif, pardon. La silhouette imposante du jovial Bauer nous dominait comme celle d'un géant. Trop fort. C'est moi. Entre guillemets, un éléphant et sa famille, remarqua-t-il en marchant entre nous, tandis que Carl et moi essayions en vain de nous caler sur ses larges enjambées. Lors de mes précédents séjours à Pittsburgh, j'étais toujours resté chez mon bon ami Harry Gordon et sa famille. Harry était l'un de nos meilleurs collaborateurs, son ami fidèle et enthousiaste. Madame Gordon, une femme simple au cœur tendre, m'était très attachée. Elle se donnait toujours du mal pour rendre mon séjour chez eux aussi agréable et confortable que le faible salaire de son mari le permettait. J'adorais la compagnie des Gordon et demandais à mes compagnons de m'emmener chez eux. Mais ils tenaient absolument à fêter d'abord mon arrivée. Aucune conférence n'était prévue à Pittsburgh. En vue d'obtenir la libération de Sacha, Carl et Henry avaient entrepris une nouvelle démarche. Une demande en recours devant la commission des grâces qui s'était appuyée exclusivement par le monde ouvrier. Je ne croyais plus du tout à ce type de démarche, mais ne voulais pas communiquer mon pessimisme à mes amis. Tous les deux étaient d'humeur joviale. Ils avaient prévu un petit dîner dans un restaurant tout proche, dans une salle réservée où nous ne serions pas dérangés. Debout en silence, nous bûmes notre premier verre. Un toast en l'honneur de Sacha. Son esprit planait au-dessus de nous et nous rapprochait les uns des autres par la communauté de nos buts et activités. Trop fort. Ensuite, Carl et Henry se mirent à me raconter leurs expériences de la prison et les années passées sous le même toit que Sacha. Ils avaient sorti en douce un message pour moi, qu'ils avaient craint de confier à la poste. Sacha organisait son évasion. Son plan était magistral, j'en eus le souffle coupé. Mais, me disais-je, même s'il parvenait à s'échapper de prison, où irait-il? En Amérique, il serait obligé de rester dans la clandestinité jusqu'à la fin de sa vie. Homme pourchassé, il serait inévitablement repris un jour ou l'autre. Il aurait connu un sort différent en Russie, où de belles évasions étaient monnaie courante. Dans ce pays où régnait un esprit révolutionnaire, le prisonnier politique était aux yeux des ouvriers et des paysans un homme persécuté qui pouvait compter sur leur aide et leur sympathie. Aux États-Unis, au contraire, 9 ouvriers sur 10 rejoindraient d'eux-mêmes la chasse pour capturer Sacha. Nold et Bauer partageaient mes craintes, mais ils me conseillèrent de ne pas en faire part à Sacha. Il était à bout de force. Sa vue baissait, sa santé se détériorait, il avait recommencé à ressasser ses idées suicidaires. L'espoir de s'évader et... Bon, c'est trop tard, j'aurais dû mettre un trigger warning, mais je ne pouvais pas savoir que... Bref. L'espoir de s'évader et l'élaboration de son projet stimulaient son esprit combatif. Sans le décourager, nous pourrions peut-être l'inciter à attendre que tous les recours légaux pour obtenir sa libération soient épuisés. Entièrement absorbés par notre discussion, nous perdîmes toute notion du temps. À notre grand étonnement, nous nous aperçûmes que minuit était passé depuis longtemps. Mes compagnons estimèrent qu'il était trop tard pour aller chez les Gordon et proposèrent de m'amener à un petit hôtel tenu par un lecteur de Der Arme Teufel. En chemin, je leur relatai mon expérience avec les Reitzelfreunde de Washington. Bauer m'assura que le tenancier de l'hôtel
de Pittsburgh était un autre genre. Il se montrait en effet particulièrement accueillant. Bien sûr qu'il y a une chambre pour Emma Goldman dans mon établissement, dit-il d'un ton engageant. Nous allions gravir l'escalier quand une voix hystérique de femme éclata à nos oreilles. Une chambre pour Emma Goldman, cria-t-elle. Ici c'est un hôtel familial respectable. Il n'y a pas de place pour cette créature sans vergogne qui pratique l'amour libre avec un détenu. Allons-nous-en, insistai-je auprès de mes amis. Avant que nous puissions faire un pas, ce mari, pourtant soumis à sa femme, tapa du poing sur le comptoir et exigeait de savoir qui était le patron. Dis-moi, la Xantippe, hurla-t-il. Je suis le maître de cette maison ou non? Tout en me jetant un regard dévastateur, la femme s'éclipsa. Le patron retrouva son calme et son amabilité. Il ne pouvait me laisser partir par un temps aussi épouvantable, protesta-t-il. Je devais au moins rester pour la nuit. Mais j'en avais assez et nous quittâmes les lieux. Pourquoi ne pas aller voir dans ma tanière, suggéra Corl. Avec sa femme et leur petit garçon, ils occupaient une chambre et une cuisine qu'ils seraient heureux de partager avec moi. Cher Carl est si généreux, il ne savait pas combien je détestais aller chez les gens sans y être invité. Cependant, je me sentais très fatigué, exténué même, et de plus, je ne voulais pas froisser Carl. J'irai partout où tu m'emmèneras, Carolus, même en enfer, annonçai-je. Mais allons-y le plus vite possible. Boer nous quitta et Nold et moi arrivâmes enfin chez lui, à Allegheny. La porte s'ouvrit sur une pièce mal éclairée. Une jeune femme plantureuse, un peu débraillée, vint à notre rencontre. Carl me la présenta. J'eus l'impression qu'elle m'en voulait déranger. La chambre était petite, meublée d'un seul lit dans lequel l'enfant dormait. Je regardai Carl d'un air interrogateur. Tout va bien, Emma, affirma-t-il. Nelly et moi dormirons par terre, et tu partageras le lit avec le gamin. J'hésitais, tentais de partir, mais la pluie tombait à torrents. Je me tournai vers la femme pour m'excuser du désagrément que je causais. Elle refusait de m'écouter et gagna la cuisine en silence. Fermant la porte derrière elle, point, pardon. Je m'allongeai à demi vêtu sur le lit à côté du petit garçon et m'endormis aussitôt. Des hurlements me réveillèrent. Il essaie de me tuer! Au secours, police! Il faisait nuit noire dans la pièce. Je me levai d'un bond, terrorisé et ne comprenant pas ce qui se passait. En tâtonnant, je trouvai des allumettes pour sur une table et parvins à allumer une lampe. Je vis alors deux corps qui roulaient sur le sol en train de se battre. La femme maintenait Carl à terre avec ses genoux et essayait de l'atteindre à la gorge tout en réclamant à grands cris la police. Carl repoussait ses mains et essayait désespérément de se dégager. Je n'avais jamais vu de spectacle aussi écœurant. J'arrachai Carl de l'étau dans lequel la femme le tenait, m'emparai de mes vêtements et me retournai dans la rue autant que l'un ou l'autre soit revenu à la raison. Avant que l'un ou l'autre ne soit revenu à la raison. Bouleversé, je courus sur la pluie battante chez Henry, je sortis du lit et lui racontai ce qui venait d'arriver. En sa compagnie, je me mis immédiatement à la recherche d'un hôtel. Carl, qui s'était lancé à ma poursuite, marcha avec nous sous la pluie torrentielle jusqu'à Pittsburgh. Les hôtels d'Allegheny étaient fermés à cette heure tardive. Nous en prospectâmes un certain nombre, mais essuyâmes partout en refus, sans doute parce que j'avais l'air peu recommandable, étant complètement trempé et sans bagage. Les ayant laissés chez Carl. Le jour pointait enfin, quand nous trouvâmes un hôtel qui accepta de me loger. Claquant des dents et les jambes flageolantes, je me glissai dans le lit et enfouis mon visage dans les couvertures pour chasser de mon esprit la laideur de la vie. Mais ce fut en vain que je cherchais l'oubli dans le sommeil. Des ombres noires semblaient m'envelopper de tous côtés, les murs sinistres du pénitencier qui retenaient Sacha, ces années de souffrance, mes propres jours de prison, l'expérience épouvantable vécue 1 heure auparavant, tout finit par se confondre en une étrange parodie grimaçante, faite de ténèbres et de désespoir. Néanmoins, quelque part au loin, vacillait une faible lueur. Je la connaissais, je la reconnaissais. Elle émanait d'aide. La pensée de mon amour, de notre foyer, perça l'obscurité encore absente. Je tendis mes mains tremblantes, mais ne rencontrai que le vide, un vide aussi froid que mon propre cœur. 3 jours plus tard, j'arrivai à Détroit. Robert Reitzel avait toujours incarné pour moi l'attrait de cette ville. Son esprit vif et sa plume sans pareil me fascinaient depuis que j'avais commencé à lire sa revue. Sa défense courageuse des martyrs de Chicago et ses efforts audacieux pour leur sauver la vie l'avaient gravé dans mon esprit comme une rebelle et un combattant inébranlable.
Sa prise de position en faveur de Sacha avait renforcé cette impression. Alors que Most, qui connaissait Sacha et son ardeur révolutionnaire, l'avait calomnié et avait décrié son acte, Reitzel, lui, avait célébré l'homme et son Attentat en allemand dans le texte, et avec une majuscule dans le texte. Un article de sa plume, Im Hochformer fehlt ein Schuss, en allemand dans le texte, note de bas de page, traduction, au cœur de l'été, un coup de feu, fin de traduction, fin de note de bas de page, avait rendu un hommage exalté et émouvant à notre courageux garçon. Depuis lors, je me sentais très proche de Reitzel et mourais d'envie de mieux le connaître. Près de 5 années s'étaient écoulées depuis ma première rencontre avec le rédacteur de Der Arme Teufel lors de son passage à New York. Le souvenir de ce moment se détachait avec netteté devant mes yeux. C'était tard dans la soirée, j'étais encore sur ma machine à coudre quand j'avais entendu frapper violemment au volet de la fenêtre. « Ouvre la porte, chevalier errant !» tonitruait Justus de sa voix basse. J'avais vu à ses côtés un homme presque aussi grand et large d'épaules que lui, dans lequel j'avais reconnu aussitôt Robert Reitzel. Avant même que je puisse le saluer, il avait commencé par me réprimander d'un ton taquin. « Tu es une bonne anarchiste, toi! Tu prêches le besoin de oisiveté, tu travailles plus qu'un galérien. Plus qu'un galérien, nous sommes venus briser tes chaînes et allons t'emmener, même si nous devons utiliser la force. En route, gamine, prépare-toi. Sors de là puisque tu ne sembles guère pressé de nous inviter à pénétrer ta chambre virginale. » Le visiteur inattendu se tenait en plein sous la lumière du lampadaire. Reitzel ne portait pas de chapeau. Une tignasse blonde déjà bien crissonnante tombait en désordre sur son front haut. Il paraissait grand et fort, plus juvénile et énergique que Justus. Il se cramponnait des 2 mains au rebord de la fenêtre, fouillant mon visage du regard. « Quel est le verdict ?» s'était-il exclamé. « Suis-je acceptable ?» J'avais questionné en retour. « Et moi ?» Il avait répondu. « Il y a longtemps que tu as été reçu, et je suis venu t'apporter le prix, celui de te servir de chevalier. » Peu après, entouré des 2 hommes, j'avais marché en direction du bar de Justus. Nous y avons été accueillis par des hurrahs hilarants, des Hoch soller Leben, en allemand dans le texte qui veut dire « Qu'ils vivent !» Note de bas de page. Toast traditionnel porté en l'honneur de celui ou de celle qui fête son anniversaire. Fin de note. Et des braillements pour réclamer plus de vin. Justus, avec sa bienveillance habituelle, avait retroussé ses manches, fait le tour du comptoir et insisté pour jouer les cafetiers. Robert me donnait galamment le bras pour me conduire à ma place en tête de table. Tandis que nous avions remonté l'allée, Justus avait entonné la marche nuptiale des Lohengrin, en allemand dans le texte. Les voix splendides des hommes avaient repris l'air ensemble. Robert avait été le bout en train de cette assemblée. Son humour pétillait plus encore que le vin consommé abondamment par l'assistance. Il en avait absorbé de telles quantités qu'il dépassait même les facultés de Most dans ce domaine. Et plus il s'imbibait, plus il devenait éloquent. Ses histoires drôles et hautes en couleur avaient jailli comme l'eau d'une fontaine. Il était inépuisable. La plupart des convives avaient abandonné la partie depuis bien longtemps que mon chevalier chantait et parlait encore de la vie et de l'amour. Peu avant le lever du jour, j'étais sorti dans la rue accroché au bras de Robert. Je mourrais d'envie d'étreindre cet homme fascinant, un si bel esprit dans un si beau corps. J'étais sûr qu'il éprouvait lui aussi une forte attirance pour moi. Il l'avait manifesté tout au long de la soirée à travers chaque regard et chaque effleurement. Au cours de notre promenade, j'avais pu sentir le trouble du désir fiévreux qui l'agitait. Mais où aller ? C'était la pensée qui m'avait traversé l'esprit alors que, marchant près de lui et devenant de plus en plus excité, j'attendais et espérais follement qu'il fasse une proposition. « Et Sacha ?» avait-il demandé soudain. « As-tu souvent des nouvelles de notre merveilleux garçon ?» Le charme était rompu. Je m'étais senti renvoyé brusquement dans le monde des souffrances et des conflits. Pendant le reste du chemin, nous avions parlé de Sacha et de son acte, de l'attitude de Most et de ses conséquences désastreuses. C'était un autre Robert, le rebelle et le combattant contre l'injustice. Sur le seuil de ma porte, il m'avait prise dans ses bras et avait murmuré, le souffle brûlant, « J'ai envie de toi. »
Oublions la laideur de la vie. Je m'étais dégagé avec douceur de son étreinte. Trop tard, mon ami, avais-je répondu. Les voix mystérieuses de la nuit se sont tues. La dissonance du jour commence. Il avait compris. Tout en me regardant affectueusement dans les yeux, il avait dit: c'est seulement le début de notre amitié, ma courageuse Emma. Nous nous reverrons bientôt à Détroit. J'avais ouvert tout grand ma fenêtre et observé le balancement cadencé de son corps bien bâti jusqu'à ce qu'il disparût au coin de la rue. Puis j'étais retourné à ma vie et à ma machine à coudre. Un an plus tard, m'était arrivée la nouvelle de la maladie de Reitzel. Il souffrait d'une spondylodicite tuberculeuse, entraînant la paralysie de ses extrémités inférieures. Il était cloué au lit, comme Heine, qu'il admirait tant et dont il se rapprochait par l'esprit et la sensibilité. Même sur son matelas tombeau, Robert ne se laissait pas décourager. Chaque ligne qu'il écrivait était un appel à la liberté et au combat. Depuis son lit de malade, il avait réussi à persuader le Central Labor Union de la ville de l'inviter en tant qu'oratrice pour commémorer le 10e anniversaire du 11 novembre. Note de bas de page. Le Central Labor Union est une des multiples centrales syndicales à l'échelon local. Fin de note. Viens quelques jours plus tôt, m'avait-il écrit. Nous pourrions aussi renouer l'amitié des temps anciens, quand j'étais encore jeune. J'arrivais à Détroit en fin d'après-midi, le jour même du meeting. Je fus accueilli par Martin Drescher, dont les poèmes vibrants paraissaient souvent dans Der arme Teufel. À mon grand amusement et à l'étonnement de la foule massée à la gare, Drescher, un homme grand et plutôt gauche, s'agenouilla devant moi, un bouquet de roses rouges à la main, et prononça les mots suivants. « De la part de votre chevalier, ma reine, avec son amour éternel. » « Et qui sera donc ce chevalier ?» demandai-je. « Robert, bien sûr. Qui d'autre oserait déclarer son amour à la reine des anarchistes ?» La foule se mit à rire sans pour autant troubler l'homme agenouillé devant moi. Pour lui éviter d'attraper un mauvais rhume, entre parenthèses, le sol était enneigé, je lui tendis la main en lui intimant « Maintenant, vassal, amène-moi au château. » Drescher se leva, me salua, me donna le bras et me conduisit solennellement à un fiacre. « À l'hôtel Randolph, redorna-t-il. À notre arrivée, nous trouvâmes une dizaine d'amis de Reitzel qui nous attendaient. Le patron de l'hôtel, lui-même, un admirateur de Der arme Teufel, annonça « Ma plus belle chambre et mes merveilleux vins et mes meilleurs vins sont à votre disposition. » Je savais que l'affection et l'hospitalité que me manifestait mon entourage était intimement liée à la prévenance de Robert et son amitié pour moi. Le Turner Hall était comble et le public en harmonie avec l'esprit de la soirée. Les chants d'une chorale d'enfants et le superbe poème révolutionnaire lu avec maestria par Martin Drescher contribuèrent à l'ambiance festive de l'événement. Je devais intervenir en allemand. Point. Pardon. L'impression profonde que m'avait laissée la tragédie de Chicago ne s'était pas atténuée avec les années et me paraissait encore plus poignante cette nuit-là, probablement à cause de la proximité de Robert Reitzel qui avait connu, aimé et lutté pour nos martyrs de Chicago et qui se mourait lentement lui-même. Le souvenir de leur calvaire en 1887 se personnifia dans cette figure vivante qui m'éleva jusqu'au sommet de l'exaltation, où la mort héroïque fait surgir espoir et vie. À la fin de la réunion, on me rappela à la tribune pour recevoir des mains d'une demoiselle aux cheveux d'or, âgée de 5 ans, un énorme bouquet d'œillets rouges, bien trop grand pour son corps menu. Je serrai l'enfant contre mon cœur et emportai les fleurs. Plus tard dans la soirée, j'ai rencontré Joe Labadie, important anarchiste individualiste et personnalité pittoresque, qui me présenta le révérend H.S. McCowan. Tous deux regrettèrent que je ne me fusse pas exprimé en anglais. « J'étais venu spécialement pour vous écouter, » me dit le révérend McCowan. « Eh bien pourquoi n'offrez-vous pas votre chair à mademoiselle Goldman? Vous pourriez aussi écouter parler de notre, entre guillemets, Emma la Rouge, en anglais, » rétorqua immédiatement Joe. C'était le nom affectueux que tout le monde donnait à Labadie. « Voilà une bonne idée, » répondit le pasteur. « Sauf que mademoiselle Goldman s'oppose aux églises. Accepteriez-vous d'y prendre la parole? »« En enfer s'il le fallait, répliquai-je, à condition que le diable ne tire pas sur mes jupons. »
Très bien, s'exclama-t-il. Vous parlerez dans mon église, et personne ne tirera sur vos jupons, ni ne coupera un mot de ce que vous voudrez dire, pardon. De convaincre que mon intervention porterait sur l'anarchisme, sujet que la plupart des gens ignoraient presque totalement. Avec les fleurs envoyées par mon chevalier, entre guillemets, se trouvait un petit mot me proposant de venir le voir après la réunion, à n'importe quelle heure, car il serait réveillé. Un malade couche tard. Cela me paraissait bizarre. Mais Drescher m'assura que Robert se sentait plus en forme après le coucher du soleil. Sa maison se trouvait au bout d'une rue donnant sur un grand espace dégagé. Robert l'appelait son Loginsland, en allemand dans le texte qui signifie tour de guet. C'était le seul horizon que ses yeux contemplaient depuis 3 ans et demi. Son regard intérieur, cependant, perçant et perspicace, parcourait les terres et les cieux lointains, pour rapporter à Robert toutes les richesses culturelles qui recelaient. Je voyais de loin la lumière vive qui traversait son bow window. Ce faisceau me fit penser à un phare dont il serait le gardien. La maison retentissait de chants et de rires. Je pénétrai dans sa chambre et je la trouvai pleine de monde. La fumée était si épaisse qu'elle dérobait Reitzel à la vue et estompait les visages des présents. Sa voix joviale me héla. Bienvenue dans notre sanctuaire, bienvenue dans l'antre de ton fervent chevalier. Robert, vêtu d'une chemise blanche largement échancrée, était assis dans son lit, bien calé contre une montagne d'oreillers. Si ce n'était son teint livide, ses mains amaigries et transparentes et sa chevelure où dominait désormais le gris, rien n'indiquait qu'il était malade. Seuls ses yeux trahissaient le martyre qu'il endurait. Leur lueur insouciante s'était évanouie. Le cœur gros, je l'entourai dans mes bras et pressai sa belle tête contre moi. « Si maternel, protesta-t-il, tu n'embrasses pas ton chevalier ?» Je bégayai « Si, bien sûr. » Dans cette chambre, j'avais presque oublié la présence des autres, à qui Robert commença à me présenter comme la Vestale de la révolution sociale, entre guillemets. « Regardez-la » s'écria-t-il, « regardez-la ! Est-ce qu'elle ressemble au monstre décrit par la presse ou à une étaïre en furie ? Regardez cette robe noire et ce col blanc très comme il faut. On dirait une bonne sœur. » Je me sentis mal à l'aise et emprunté. « Tu es en train de me vanter mes mérites comme si j'étais un cheval à vendre, » finis-je par protester. Il n'en fut aucunement contrarié. « N'avais-je pas dit que tu étais très comme il faut ?» proclama-t-il d'un ton triomphant. « Tu ne te montres pas digne de ta réputation. Weiner, en allemand dans texte qui veut dire du vin. » Cria-t-il. « Buvons à notre Vestale. » Vers à la main, les hommes entourèrent le lit de Robert. Il vida le sien jusqu'à la dernière goutte et le lança contre le mur. Emma est dorénavant des nôtres. Notre pacte est scellé. Nous lui resterons fidèles jusqu'à notre dernier souffle. Le récit du meeting et de mon discours m'avait précédé. Reitzel avait reçu un rapport élogieux du responsable de sa revue. Quand je fis mention de l'invitation de McCowan, il en fut ravi. Il connaissait le révérend, qu'il considérait comme une des rares exceptions dans le entre guillemets, ramassis des sauveurs d'âmes. Je parlais à Robert de mon jeune ami, le prêtre de Blackswell Island, qui était si subtil et compréhensif. Dommage que tu les rencontres en prison, me taquina Robert. Heureusement que tu aurais pu être trouvé en lui un amant ardent. Autrement, tu aurais pu trouver en lui un amant ardent. Je l'assurais que je ne pouvais aimer un prêtre. Tu dis n'importe quoi, ma chérie. L'amour ne s'embarrasse pas d'idées, répondit-il. J'ai aimé dans chaque ville et village des filles qui étaient pourtant bien moins intéressantes que ton prêtre semble l'être. L'amour n'a rien à voir avec quelque isme que ce soit, et tu l'apprendras avec l'âge. J'affirmais en vain que je savais tout de l'amour, que je n'étais plus une enfant. J'avais presque 29 ans. J'étais sûr de ne jamais tomber amoureuse de quelqu'un qui ne partagerait pas mes idées. À l'hôtel, le lendemain matin, on me réveilla pour m'annoncer qu'une douzaine de journalistes attendaient pour m'interviewer. Ils avaient hâte de faire un reportage sur la conférence que je devais donner à l'église du référent McCowan. Ils me montrèrent les journaux du matin avec un gros titre choc. Emma démontre un instinct maternel. Une partisane de l'amour libre dans une chaire de Détroit. Emma la Rouge conquiert le cœur de McCowan. L'église congrégationaliste transformée en foyer d'anarchie et d'amour libre. Plusieurs jours d'affilée, les unes des journaux de Détroit
ne parlèrent que de la profanation imminente de l'église et de la ruine annoncée de la congrégation par, entre guillemets, Emma la Rouge. Les reportages se succédèrent concernant des membres qui menaceraient de quitter l'église et des communautés qui assailliraient le pauvre référent McCowan. Il va risquer sa peau et je m'en voudrais d'en être la cause. Ah non, pardon, excusez-moi. Il va risquer sa peau et je m'en voudrais d'en être la cause, dis-je à Reitzel quand je le vis la veille de la réunion. Robert m'assura que l'homme savait ce qu'il faisait et qu'il avait raison de camper sur ses positions, ne serait-ce que pour mettre à l'épreuve son indépendance au sein de l'église. J'avançai. Il faut de toute manière que je propose de me retirer avant de donner à McCowan la possibilité de revenir sur son invitation s'il le souhaite. Un ami fut dépêché auprès du pasteur, et celui-ci fit dire qu'il poursuivrait son projet quoi qu'il arrive. Je n'ai pas ma place dans une église qui refuse le droit à la parole au plus impopulaire des individus ou des credos. Il ne faut pas vous inquiéter des conséquences pour moi. Le révérend McCowan présidait l'assemblée dans l'église du Tabernacle. Il exposa sa position dans une courte intervention qu'il lut à partir d'un texte écrit à l'avance. Il n'était pas un anarchiste, déclara-t-il. Il n'y avait jamais sérieusement réfléchi et il avait très peu de connaissances en la matière. C'était la raison même de sa visite au Turner Hall le soir du 11 novembre. Malheureusement, Emma Goldman avait parlé en allemand, alors la proposition de l'entendre en anglais dans sa propre chair l'avait tenté, et il en avait tout de suite accepté l'idée. Il pensait que les membres de son église seraient heureux d'entendre la femme persécutée depuis des années comme, entre guillemets, menace sociale. Il estimait qu'ils étaient de bons chrétiens qui feraient preuve d'indulgence envers elle. Ensuite, il me céda la parole. J'avais décidé de mentir strictement aux aspects économiques de l'anarchisme et d'éviter autant que possible les questions d'ordre religieux et sexuel. Je jugeais que je le devais à cet homme qui avait pris une position aussi courageuse. Au moins, aussi, les membres de sa congrégation n'auraient aucune raison de dire que j'avais utilisé l'église du tabernacle pour attaquer leur Dieu ou pour saper l'institution sacrée du mariage. Je réussis au-delà de mes intentes. Mon exposé d'1 heure fut écouté sans interruption et très applaudi à la fin. « Nous avons gagné !» me chuchota le révérend McCowan quand je m'assis. Il se réjouit trop vite. Ses applaudissements ne s'étaient pas encore éteints qu'une femme âgée se leva et demanda sur un ton agressif. « Monsieur le Président, mademoiselle Goldman croit-elle en Dieu ou non ?» Un autre poursuivit. « Est-ce que l'oratrice est favorable à la suppression de tous les dirigeants ?» Puis un petit homme émacié bondit et cria d'une voix grêle. « Mademoiselle Goldman, vous croyez en l'amour libre, n'est-ce pas? Alors votre système n'aboutirait-il pas à l'installation de maisons de prostitution à chaque coin de rue ?» Je vais devoir répondre à ces gens sans mâcher mes mots, fis-je en aparté au pasteur. Ainsi soit-il, acquiesça-t-il. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, commençai-je. J'étais venu ici avec l'intention d'éviter autant que possible de vous froisser. Je voulais n'aborder que la question fondamentale de l'économie qui gouverne nos vies du berceau à la tombe, indépendamment de notre religion ou de nos croyances morales. Je me rends compte maintenant que c'était une erreur. Dès lors qu'on entre dans une bataille, on ne peut pas s'embarrasser de scrupules, quitte à froisser quelques sensibilités. Voici donc mes réponses. Je ne crois pas en Dieu, car je crois en l'homme, avec un grand H dans le texte. Quelles que soient ses erreurs, l'homme travaille depuis des millénaires pour défaire le travail que votre Dieu a bâclé. L'assemblée se déchaîna. « Blasphème! Hérétique! Pécheresse !» hurlèrent les femmes. « Arrêtez-la! Jetez-la dehors! Jetez-la dehors !» Quand l'ordre fut rétabli, je continuai. Pour ce qui est de supprimer les dirigeants, tout dépend de leur position. S'il s'agit du tsar de Russie, je crois assurément qu'il faut l'expédier là où il est sa place. S'il s'agit d'un dirigeant aussi inefficace qu'un président américain, ça ne vaudrait guère la peine. Il existe cependant des potentats que j'abattrai par tous les moyens à ma disposition. Je parle de l'ignorance, de la superstition et de la bigoterie. Les puissances les plus sinistres et tyranniques qui existent sur Terre, point. Quant au monsieur qui m'a demandé si l'amour libre ne ferait pas construire davantage de maisons de prostitution, ma réponse est la suivante. Elles seront toutes vides si les hommes du futur lui ressemblent. Un véritable tohu-bohu se déchaînait aussitôt.
Le président, sans y parvenir, donna de grands coups pour ramener l'ordre. Les gens sautèrent sur les bancs, agitèrent leurs chapeaux, poussèrent des cris et refusèrent que de quitter l'église jusqu'à l'extinction des lumières. Le lendemain matin, la plupart des journaux présentèrent la réunion du tabernacle comme un spectacle déplorable. La décision du révérend McCowan d'autoriser mon intervention dans son église fut très largement condamnée. Même le célèbre agnostique Robert Ingersoll fit chorus. « Je pense que tous les anarchistes sont fous, Emma Goldman comme les autres, déclara-t-il. Je pense également que le révérend McCowan est un homme généreux qui n'a pas peur. Il est néanmoins fâcheux qu'un fou, homme ou femme, soit invité à parler devant une assemblée publique, quelle qu'elle soit. » Le pasteur démissionna. « Je m'en vais dans une ville minière, me confia-t-il. Je suis sûr que les mineurs apprécieront bien mieux mon travail. » J'en étais convaincu. Depuis mon départ de New York, ma correspondance avec Ed avait été une de nature amicale, quoique contraire. À mon arrivée à Détroit, je trouvai une longue lettre de lui, aux mêmes accents tendres qu'autrefois. Il n'y faisait aucune allusion à notre dernière scène. Il attendait impatiemment mon retour, écriva-t-il. Et il espérait me voir revenu à ses côtés pour les vacances. Quand sa bien-aimée est mariée à la vie publique, on doit apprendre à être genugsam, en allemand dans le texte, qui veut dire se contenter de peu. Disait la lettre. Je n'imaginais pas Ed genugsam, mais je compris qu'il essayait de répondre à mes besoins. J'aimais Ed et j'avais envie de lui, mais j'étais décidé à poursuivre mes activités. Néanmoins, il me manquait énormément, tout comme son charme qui ne cessait de m'attirer. Je lui télégraphiai que j'allais rendre visite à ma sœur Helena et que je serais de retour dans une semaine. Je n'avais pas mis les pieds à Rochester depuis 1894, hormis une brève visite après ma sortie de prison. Il s'était passé tant de choses dans ma vie depuis lors que cela me semblait une éternité. L'existence de ma sœur bien-aimée Helena avait connu bien des changements aussi. Les Hochstein étaient désormais installés plus confortablement dans une petite maison avec un bout de verdure à l'arrière. Leur situation s'était améliorée grâce à leur agence de transport maritime, même si celle-ci rapportait peu. Helena continuait à porter l'essentiel du fardeau. Les enfants avaient plus que jamais besoin d'elle, et c'était pareil pour leurs négoces. Leurs clients étaient pour l'essentiel des paysans lituaniens et lettons, à qui revenaient les travaux les plus pénibles aux États-Unis. Malgré leur maigre salaire, ils parvenaient à envoyer de l'argent à leur famille et à les faire venir en Amérique. La pauvreté et les durs labeurs les avaient rendus bornés et méfiants. Il fallait donc user de tact et de patience dans les relations avec eux. Mon beau-frère Jacob, d'ordinaire extrêmement réservé et calme, avait tendance à se mettre en colère en présence de pareilles stupidités. Sans Helena, la plupart des clients se seraient adressés à un homme d'affaires meilleur que Jacob Hochstein, le lettré. Elle savait apaiser les différends. Elle avait de la sympathie pour ses esclaves salariés et les comprenait. Elle ne se contentait pas de leur vendre des billets et d'expédier leur argent. Elle entrait dans leur vie ingrate. Elle écrivait pour eux des lettres à leur famille et les aidait à surmonter de nombreuses difficultés. D'ailleurs, ils n'étaient pas les seuls à venir chercher réconfort et assistance auprès d'Helena. Une bonne partie du voisinage se tournait vers elle. Je suis trop forte, excusez-moi. Une bonne partie du voisinage donc se tournait vers elle quand ils avaient des ennuis. Tandis que ma précieuse sœur prêtait une oreille attentive à la litanie des malheurs de chacun, elle-même ne se plaignait ni ne se lamentait jamais sur ses espoirs insatisfaits, sur les rêves et les aspirations de sa jeunesse. J'avais pleinement conscience que la grande force de cette créature se perdait. Sa belle nature se trouvait confinée dans un espace trop réduit. Le jour de mon arrivée, aucune occasion ne se présenta permettant un peu d'intimité avec Helena. Nous ne pûmes parler que de la soirée, une fois les enfants endormis et l'agence fermée. Elle ne posa pas de questions indiscrètes concernant ma vie. Mais ce que je lui racontais, elle le reçut avec compréhension et affection. De son côté, elle parla surtout des enfants, les siens et ceux de Lena, et de la dure vie de nos parents. Je savais très bien pourquoi elle revenait sans cesse sur les difficultés de notre père. Elle s'efforçait de me rapprocher de lui et de contribuer à une meilleure entente. Elle avait néanmoins souffert
de notre animosité qui, chez moi, s'était transformée en véritable haine. 3 ans auparavant, lorsqu'elle m'avait averti que Père était au seuil de la mort, le message que je lui avais fait parvenir l'avait horrifié. Il avait subi une opération de la gorge très risquée. Elle m'avait appelé à son chevet. Je lui avais répondu par télégramme « Il y a longtemps qu'il aurait dû mourir ». Depuis, elle avait tenté à plusieurs reprises de me faire changer d'avis sur l'homme qui, par sa dureté, avait gâché notre enfance à tous. Les souvenirs de notre triste passé avaient rendu Elena plus douce et généreuse. Son admirable manière d'être ma propre évolution... Excusez-moi. Son admirable manière d'être et ma propre évolution apaisèrent peu à peu toute l'amertume. Toute l'amertume que j'avais éprouvée à l'égard de mon père. J'en vais à comprendre que ce qui pousse les parents à commettre tant d'actes affreux envers leurs enfants sans défense, c'est l'ignorance, et non la cruauté. Lors d'un court séjour à Rochester en 1894, j'avais revu mon père pour la première fois depuis 5 ans. Je m'étais senti toujours aussi éloigné de lui, mais moins hostile. J'avais trouvé Père brisé physiquement, plus que l'ombre de l'homme robuste et énergique qu'il avait été. Depuis, son état n'avait fait que se détériorer. 10 heures à travailler dans un atelier et à manger froid minaient sa santé fragile et son équilibre nerveux. Ce qu'aggravaient les railleries et les humiliations qu'il devait y supporter. Il était le seul juif, un étranger approchant la cinquantaine et ne possédant pas la langue du pays. La plupart des jeunes qui travaillaient avec lui, tout en ayant des parents étrangers, avaient contracté les pires traits des Américains sans assimiler aucune de leurs qualités. Ils étaient grossiers, vulgaires et sans cœur. Ils se repaissaient des farces et des blagues qu'ils jouaient au, entre guillemets, trigger warning, je vous donne quelques secondes de répit pour pouvoir fuir ce passage d'antisémitisme. Voilà, on a affaire de l'authentique antisémitisme. Donc si vraiment c'est quelque chose qui vous... quelque chose de particulièrement sensible pour vous, vous pouvez partir. Voilà. J'en profite pour boire comme à chaque fois. Un petit peu d'eau. Au revoir Piratanar, bonjour aux gens qui sont revenus, aux nouvelles personnes qui sont venues ce soir. Et donc si vous êtes restés, c'est que vous pouvez supporter ce que je vais lire de l'authentique antisémitisme de la fin du 19e. Pardon. Donc, il se repaissait des farces et des blagues qu'il jouait au entre guillemets, youpin. Il le malmenait et le harcelait sans cesse, au point de provoquer son évanouissement. Après quoi on le ramenait à la maison. Le lendemain pourtant, il s'obligeait à repartir à l'atelier. Il ne pouvait se permettre de perdre ce travail qui lui rapportait $10 la semaine. Voir Père, si malade et vieilli, finit par effacer en moi les dernières traces d'animosité à son égard. Je le considérais désormais comme faisant partie intégrante de cette masse d'exploités et d'esclaves pour qui j'œuvrais et vivais. Dans nos discussions, Elena avait toujours soutenu que Père, avec un grand P dans le texte, dans sa jeunesse, avait été poussé à la violence par son exceptionnelle énergie qui ne trouvait aucun exutoire dans une petite ville comme Popland. Il avait eu de l'ambition pour lui-même et pour sa famille, rêvant de la grande ville et des choses qu'il pourrait y accomplir. Alors que les Juifs, pour qui la quasi-totalité des professions étaient fermées, vivaient le plus souvent dans le dos des paysans, ces derniers tiraient de leurs terres à peine de quoi vivoter. Père était trop honnête pour adopter de telles méthodes, et sa fierté était piquée au vif par les vexations quotidiennes que lui faisaient subir les fonctionnaires avec qui il devait traiter. Devant la faillite de sa vie et l'absence de perspective pour tirer parti de ses compétences, il était devenu amer, désagréable et sévère avec les siens. Mes années à côtoyer la vie des classes populaires, victimes de la société tant en prison qu'en liberté, et les connaissances très étendues acquises par la lecture
m'avait familiarisé avec l'effet déshumanisant de l'énergie mal exploitée. J'avais tant de fois observé des personnes qui débutaient dans la vie avec de l'ambition et de l'espoir, mais qui, contrariées par un environnement hostile, devenaient trop souvent vindicatives et sans pitié. Ce que, en me battant, j'avais réussi à comprendre, ma sœur, elle, y était parvenue grâce à sa nature extrêmement sensible et à son intuition hors du commun. Elle avait atteint la sagesse sans pour autant connaître beaucoup de choses de la vie. Au cours de ce séjour, je vis beaucoup ma sœur Léna et sa famille. Mère de 4 enfants, elle en attendait un 5e. Elle était usée par ses maternités trop rapprochées et par la difficulté à joindre les deux bouts. Ses enfants étaient sa seule joie. La plus lumineuse des 4 était la petite Stella, qui avait toujours été mon rayon de soleil dans la grisaille de Rochester. À 10 ans, elle était très intelligente, émotive et débordante d'idées fantasques sur sa tante Emma, en français dans le texte, comme elle m'appelait. Depuis ma précédente visite, Stella avait entamé une correspondance avec moi, où, dans un style démodé et extravagant, elle donnait libre cours au désir profond de sa jeune âme. La sévérité de son père et sa partialité pour sa sœur cadette constituaient pour cet enfant sensible une vraie tragédie. L'obligation de partager son lit avec sa sœur la mettait au supplice. Ses parents n'avaient aucune patience pour de tels caprices. En outre, ils étaient trop pauvres pour s'offrir un logement plus spacieux. Pour ma part, je ne comprenais que trop Stella. Sa tragédie reproduisait celle que j'avais moi-même vécue à son âge. Il me plaisait de penser que la petite avait Elena à qui elle pouvait parler de ses soucis et qu'elle ressentait le besoin de se confier à moi. Je hais les gens qui sont méchants avec ma tante Emma, en français dans le texte, écrit Stella lorsqu'elle avait à peine 7 ans. Écrivit Stella. Quand je serai grande, je me battrai pour elle. Il y avait aussi mon jeune frère Yegor. À 14 ans, il était aussi fruste et indiscipliné que la majorité des garçons américains. Il adorait Elena qui s'était tellement occupée de lui. Apparemment, je ne l'avais pas autant marqué. Je n'étais qu'une sœur, comme Lena. Pas de quoi en faire tout un plat. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Lors de ma visite en 1894, cependant, j'avais semblé éveiller en lui un sentiment plus profond. À l'instar de Stella, il s'était pris depuis cette époque d'une grande affection pour moi, peut-être parce que j'avais réussi à persuader Père, avec un grand P dans le texte, de ne pas contraindre le garçon à poursuivre sa scolarité. En effet, remarquant que Yegor était doué pour les études, le vieil homme s'était mis à espérer que son cadet réaliserait ses propres ambitions ruinées et deviendrait un homme savant. Son aîné, Hermann, l'avait déjà déçu. Il pouvait faire des merveilles avec ses mains, mais il détestait l'école. Père avait fini par désespérer de voir un jour son Hermann accéder à une profession intellectuelle. Il l'avait envoyé dans un atelier d'usinage où le garçon avait rapidement montré qu'il était davantage à son aise avec la plus complexe des machines et qu'avec la plus simple leçon d'un manuel scolaire. Il s'était transformé en un être nouveau, sérieux et appliqué. Cependant, Père, toujours avec un grand P dans le texte, n'était pas parvenu à surmonter sa déception. Mais l'espoir fait vivre. Comme Yegor s'en sortait bien à l'école, Père s'était remis à rêver de diplôme universitaire. Mais encore une fois, son projet n'avait pas pu se réaliser. Ma visite avait été salutaire. Mes arguments en faveur de notre petit avaient produit un merveilleux résultat que mes implorations d'autrefois pour mon propre compte. Yegor était allé travailler dans le même atelier qu'Hermann. Cependant, il se métamorphosa radicalement par la suite et s'enticha des études. La vie d'ouvrier et la gamelle qu'il avait tant glorifiée perdirent leur attrait. L'atelier avec ses bruits et sa vulgarité le dégoûta. Il n'avait désormais qu'une ambition, lire et apprendre. Au contact de la misère qui est le lot des ouvriers, Yegor se rapprocha de moi. « Tu es maintenant mon héroïne, écrivit-il. Tu as connu la prison,
Tu es avec le peuple et à l'écoute des aspirations de la jeunesse. Je pouvais comprendre sa prise de conscience, ajouta-t-il. Il plaçait toutes ses espérances en moi, car moi seul était à même de convaincre mon père de le laisser partir à New York. Il voulait étudier. Or, curieusement, au lieu de s'en réjouir, père s'y opposa. Il déclara qu'il avait perdu confiance dans ce garçon capricieux, que la maisonnée avait besoin du salaire de Yegor, car avec sa santé défaillante, il ne pourrait travailler encore très longtemps. Je dus le supplier pendant plusieurs jours et proposer de prendre Yegor chez moi, à New York, pour que père cédât. Yegor voyait son souhait exaucé et son rêve sur le point de se réaliser. C'est ainsi que je gagnais son dénouement éternel. Au cours de ce séjour à Rochester avec ma famille, tout se passa pour la première fois sans nuages. C'était une nouveauté pour moi d'être accepté avec chaleur et affection par ceux qui m'avaient toujours été si étrangers. Je pus entrer en plus étroite communion avec mes parents grâce à ma chère sœur Helena et à ces deux jeunes filles qui avaient besoin de moi. En route pour New York, je réfléchis beaucoup à mes fréquentes discussions avec Ed sur la possibilité de faire médecine. J'en rêvais déjà à l'époque où je vivais à Königsberg, et mes études à Vienne avaient ravivé ce désir. Ed s'était saisi de l'idée avec enthousiasme, m'assurant qu'il serait dans peu de temps en mesure de subvenir à mes besoins pendant cette période. Cependant, en raison des dispositions que je venais de prendre pour accueillir Yegor chez nous et le soutenir, j'allais devoir remettre à plus tard mon rêve de devenir médecin. Je craignais que ces nouvelles difficultés me contrarient Ed et qu'il lui déplaise d'avoir mon frère à la maison. Il était hors de question que je lui impose sa présence. Je trouvais Ed en superbe forme et de très bonne humeur. Notre petit appartement avait cet air festif que mon bien-aimé savait créer à chaque fois que je revenais à la maison. Loin de s'opposer à mes projets pour Yegor, il consentit immédiatement. Il trouvait qu'avec mon frère à la maison, il ne se sentirait plus aussi seul durant mes absences. Yegor parlait-il beaucoup, s'inquiétait-il anxieusement, car lui-même pouvait rester des heures entières sans prononcer un mot. Il fut grandement soulagé d'apprendre que Yegor était un garçon studieux et réservé. Quant à mon idée de faire médecine, Ed pensait que nous serions en mesure de la réaliser dans un avenir proche. Il était, entre guillemets, sur le chemin de la richesse, m'assura-t-il, la mine sérieuse. Son associé avait mis en point une invention, un nouvel album de collection qui devrait connaître un grand succès. Nous te souhaiterions comme un troisième associé, annonça-t-il, débordant de joie. Tu pourrais prendre l'engin avec toi pour ta prochaine tournée. Comme au premier temps de notre vie commune, il commençait à s'imaginer toutes les choses qu'il ferait pour moi lorsque nous serions riches. Yegor arriva après le nouvel an. Ed l'aima dès les premiers jours. Et très rapidement, mon frère tomba complètement sous le charme de mon bien-aimé. Je ne devais pas tarder à partir pour une nouvelle tournée. Et c'était particulièrement réconfortant de savoir que mes deux, entre guillemets, enfants se tiendraient mutuellement compagnie pendant mon absence.